Permet maintenant de rentrer directement dans mon propos. D'abord, en commençant par rappeler que celles et ceux qui sont en recherche, en quête des critères d'un travail de qualité, disposent de deux précieux guides. Le premier, c'est la Déclaration de Philadelphie, qui a été adoptée le 10 mai 1944 par la Conférence générale de l'Organisation du travail. Elle s'adresse, vous vous en souvenez, à tous les humains et elle indique notamment que le travail n'est pas une marchandise et qu'il est nécessaire de mettre partout en œuvre des programmes propres à réaliser l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer le mieux au bien-être commun. Le second guide, le second texte, c'est la Déclaration universelle des droits humains, signée en 48 et proposée comme un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Son article 23 indique notamment que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Qu'avons-nous fait de nos principes? Je reprends ici l'interrogation qui parcourt le texte de notre collègue Isabelle Ferreiras dans le livre que nous avons publié ensemble avec Julie Batilana et 9 autres collègues, parmi lesquels Adèle Blaquette, un ouvrage intitulé Manifeste travail, démocratisé, démarchandisé, dépollué, qui est aujourd'hui traduit en plusieurs langues et discuté à travers le monde au cours de larges conversations mondiales qui regroupe des chercheurs, des organisations syndicales et professionnelles, des responsables politiques et des militants. Et c'est un livre finalement très inspiré par le type de travail partenarial qu'affectionne et que nous a appris le CRIMT, un bébé CRIMT en quelque sorte. Ces principes, donc, nous les avons oubliés. Ils ne guident en tout cas plus nos actions depuis que le consensus de Washington s'est substitué au consensus de Philadelphie et que le monde du travail est impitoyablement soumis aux caprices des marchés financiers, aux mouvements erratiques des taux de change et des capitaux, aux logiques de compétition et de compétitivité qui structurent désormais les relations internationales. Depuis les années 1990, le monde du travail est mis sous la pression des recommandations formulées par les institutions internationales, notamment dans une série de textes publiés par l'OCDE, je pense à la fameuse étude sur l'emploi de 1994. Dans ces textes, souvenez-vous, l'OCDE expliquait que si les pays développés, et plus précisément le club des pays les plus riches, voulaient conserver leur place dans la globalisation, il leur fallait réduire la protection assurée à leurs citoyens, qu'il s'agisse de la protection sociale ou de la protection de l'emploi, et qu'il leur fallait donc mettre en œuvre des réformes permettant que le fameux processus de destruction créatrice se déroule librement sans être entravé par des règles qui ne faisaient que retarder les ajustements. Alors, quelles sont ces règles qui entravent la compétitivité? Eh bien, c'est tout ce qui a demandé tant d'années pour décommodifier et civiliser le travail. Les syndicats, le salaire minimum, l'indemnisation chômage, les minima sociaux, les négociations collectives, l'encadrement du licenciement, tous ces éléments que les économistes néolibéraux ont transformés en variables explicatives du chômage. Peu à peu, la plupart des gouvernements, y compris de gauche, ont ainsi déployé des réformes structurelles du marché du travail, rendant effectifs les mots d'ordre d'institutions dont les préconisations se voulaient universelles et indifférentes aux réalités nationales. Je pense au Making Work Pay, rendre le travail payant en diminuant les allocations de chômage ou les minima sociaux, Work First, le travail en premier, qui signifie reprendre au plus vite n'importe quel emploi qui vaut mieux que rester au chômage. Les mauvais jobs sont ainsi revendiqués. Ils constituent même une large partie de la solution. Reducing the strictness of the Employment Protection Legislation, réduire la rigueur de la protection de l'emploi, c'est-à-dire licencier plus facilement et recruter plus aisément sous des formes dérogatoires.
Ces réformes entraînant plus de flexibilité, de précarité et d'insécurité pour les travailleurs, elles ont été expérimentées et mises en place dans de très nombreux pays. Elles ont ainsi alimenté un processus d'imitation et de benchmarking tourné non pas vers les meilleures pratiques, mais au contraire vers celles qui détricotaient le plus rapidement les normes du travail. Les expérimentations dans certains pays ont ainsi servi d'exemple pour accélérer le processus dans les autres. Des dizaines d'excellents ouvrages ont été consacrés à décrire cette mise en concurrence généralisée des normes du travail national, entraînant l'ensemble dans un véritable affaissement. On songe au fameux palmarès produit par la Banque mondiale, Doing Business, qui exerçait des effets très réels sur la localisation des entreprises et dans lequel la facilité à licencier était considérée comme un point positif et faisait gagner de nombreuses places aux États. Il a heureusement été supprimé en 2021. Tout cela a été fait au nom de principes généreux, ouvrir l'emploi aux outsiders, ne pas laisser les compétences des chômeurs s'étioler, sortir de la dépendance aux allocations. En 1999, le manifeste Blair-Schröder marquait le basculement de la social-démocratie européenne vers une improbable troisième voie et une remise en cause complète des principes de Keynes et Beveridge. Retour de la responsabilité individuelle, conception du chômage volontaire, dépenses publiques trop élevées. Le Premier ministre socialiste français, Lionel Jospin, avait refusé de signer ce manifeste. En 2000 et 2001, au moment où une majorité d'États membres de l'Union européenne étaient sociodémocrates, la qualité de l'emploi avait pourtant été érigée en priorité et des indicateurs avaient été produits, mais très vite, en particulier avec le rapport Koch de 2004, intitulé Jobs, 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 les préoccupations relatives à la quantité d'emplois avaient triomphé et s'étaient immédiatement traduites par un déploiement de réformes structurelles caractérisées par la flexibilité et la réduction des droits des travailleurs. Je me demande encore comment nous, les chercheurs, nous avons pu regarder et analyser cela tranquillement. À l'époque, je travaillais au ministère du Travail français, où je m'occupais de la recherche, et nous recevions chaque année les rédacteurs des perspectives de l'emploi et du rapport sur la France pour essayer de défendre nos politiques. Un rapport pays était ensuite produit par l'OCDE, qui prenait beaucoup d'importance. Mes étudiants me demandent aujourd'hui pourquoi nous accordions à l'OCDE un tel pouvoir, quels étaient son rôle et ses fonctions. À l'évidence, l'évaluation des politiques nationales par l'OCDE était un élément important de la confiance que l'on pouvait faire à la France et au crédit que l'on pouvait lui accorder, au double sens propre et figuré de ce terme. Cette évaluation de l'OCDE formait en effet un des éléments de la note globale qui déterminerait les détenteurs de capitaux à venir investir leur argent en France et les prêteurs à continuer à nous accorder des prêts à taux d'intérêt supportables, comme l'a souligné le philosophe Michel Fer dans son livre « Le temps des investis ». Il n'était plus jamais question du travail, des travailleurs, de la qualité de leur emploi, du sens du travail dans ces négociations, pas plus que dans les politiques menées. Nous avons bien oublié nos principes. Alors, qu'est-ce que ces réformes ont fait au travail, aux travailleuses et aux travailleurs et aux sociétés? Il est difficile d'avoir une big picture mondiale et surtout d'imputer précisément et d'établir de façon scientifique des liens de causalité entre certains événements. Depuis les 30 dernières années, les pays occidentaux ont connu une triple poussée de délocalisation, d'automatisation et de désalarisation, plus ou moins intense selon les pays. On sait aussi que le partage de la valeur ajoutée entre capital et travail, dont on ne parlait plus, mais qui revient dans le débat public avec l'inflation, s'est fortement déformé au détriment des salaires. En Europe, la part salariale a ainsi diminué fortement entre 1980 et 2000 et stagne depuis. En France et en Allemagne, la part salariale a perdu 3 points tous les 10 ans en moyenne depuis 1980. Parallèlement, entre 1980 et 2015, la part des profits dans la valeur ajoutée a augmenté de 19 points en Europe. Les travaux dont on dispose considèrent que les principales explications
de cette évolution sont notamment la concentration accrue de l'activité économique qui a augmenté le pouvoir de marché des plus grandes entreprises et les changements dans la gouvernance des entreprises, c'est-à-dire le développement d'un capitalisme financiarisé visant à maximiser la valeur actionnariale et donc à réduire le plus possible la part salariale dans le revenu global. Mais trois autres éléments sont utiles pour notre enquête. Premièrement, de nombreux travaux, macro ou micro, ont mis en évidence le lien entre, d'une part, les délocalisations, l'automatisation, la dégradation de la qualité du travail, et d'autre part, la montée des votes en faveur des extrêmes ou des populistes, et la décomposition des scènes politiques dans de nombreux pays. La dégradation de la qualité du travail conduit les sociétés à de très grands risques démocratiques. Deuxièmement, le phénomène récent dit de grande démission a permis de lever le couvercle sur les insatisfactions, voire les souffrances liées au travail, de mettre en évidence ce que les personnes ne supportaient plus, de dessiner les secteurs insoutenables parce que caractérisés par des conditions de travail difficiles et des bas salaires. Quitter son travail dès que c'est possible, c'est la meilleure preuve qu'il ne plaisait pas. Troisièmement, les études diligentées pour documenter la situation des travailleuses et travailleurs essentiels pendant le Covid ont confirmé le fossé entre la hiérarchie de l'utilité sociale, d'une part, et celle des rémunérations, de la reconnaissance et du prestige social, d'autre part. En France, un rapport a montré que les 4 600 000 travailleuses et travailleurs essentiels avaient les salaires les plus bas et les conditions de travail et de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale les plus difficiles. Malgré les discours émus des dirigeants, il ne s'est strictement rien passé. Et pourtant, le travail continue à être considéré comme important. Et la majeure partie des personnes dans le monde continue à l'affirmer. Dans la dernière vague de l'enquête mondiale sur les valeurs, près de 90% des personnes interrogées disent que le travail est important. À une échelle plus réduite, dans les enquêtes collectives que j'ai pu mener sur le rapport au travail, en Europe en 2008 ou en France en 2015, avec de nombreux collègues, ce sont toujours les mêmes items qui sont plébiscités pour indiquer ce qui est important dans le travail. Le salaire, bien sûr, mais aussi l'intérêt du travail et l'ambiance de travail, et plus précisément, la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de faire des choses avec elles, de se confronter au réel, de le transformer, de réaliser et d'achever une action, d'apporter sa contribution à une opération et de voir cette contribution reconnue. Dans notre enquête française, publiée sous le titre « Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance », nous avons pu mettre en évidence un continuum de ressentis allant du déni de reconnaissance au bonheur au travail et dépendant de multiples éléments, parmi lesquels l'ambiance de travail, pour laquelle l'existence d'un collectif solidaire et d'un management à l'écoute sont essentiels, et la trajectoire des personnes. Des personnes travaillant dans la même équipe, sur le même poste, pouvaient en effet trouver leur travail de qualité ou insupportable selon les expériences de travail qu'elles avaient vécues auparavant. Mais dans tous les cas, les attentes en termes de sens du travail sont très fortes. Alors, comment mettre en œuvre ces principes? Dans un article intitulé « 3 scénarios pour l'avenir du travail » publié en 2019 dans la Revue internationale du travail, j'avais proposé de distinguer, un peu arbitrairement, 3 configurations pour comprendre si l'une d'entre elles permettrait tout à la fois de créer des emplois et de satisfaire ces fortes attentes qui continuent à être placées sur le travail. J'ai intitulé le premier scénario « Le démantèlement du droit du travail ». Ce scénario consiste à poursuivre les réformes que j'ai décrites ci-dessus, c'est-à-dire à continuer de traiter le travail comme une marchandise. Il ne crée pas d'emplois, sauf de mauvais emplois, de courte durée, mal payés, à temps très partiel,
souvent répétitifs, comme l'a montré une importante étude du département de la recherche de l'OIT. Menée sur 119 pays, l'étude montre que la déréglementation du contrat de travail entraîne systématiquement une diminution du taux d'emploi et une augmentation du taux de chômage. Dans la mesure où il réduit le pouvoir de négociation des travailleuses et des travailleurs, il se traduit souvent par une dégradation des conditions de travail. Quelques exemples. En France, en raison des réformes du travail de 2016 et 2017, comme il est de moins en moins intéressant d'aller devant les tribunaux quand on a été licencié sans cause réelle et sérieuse à cause du plafonnement des indemnités de licenciement, de plus en plus de personnes renoncent à défendre leurs droits. Dans tous les pays où ont été mises en place les réformes prônées par les économistes néolibéraux, consistant à faciliter le licenciement et à embaucher en contrat dérogatoire, on a observé les mêmes effets. Quant aux réformes qui rendent l'accès aux allocations de chômage ou aux minima sociaux plus difficile, ce qui est le cas des réformes actuellement menées en France, elles se traduisent certes par des retours à l'emploi plus fréquents, mais la récurrence du chômage est plus forte et certaines personnes sont finalement complètement découragées et disparaissent des radars. Des travaux mettent aussi en évidence qu'obliger les personnes à occuper des emplois de piètre qualité constitue pour la société une perte sèche en compétences et une entrave au développement de biens et services de haute qualité. J'ai intitulé le deuxième scénario, le scénario de la révolution technologique. C'est celui qui nous a été présenté depuis les années 2010 comme le plus moderne, capable d'allier efficacité et transformation du travail. Selon ce scénario, l'intelligence artificielle et les algorithmes devaient et devraient certes supprimer des emplois, mais surtout les plus répétitifs et les plus ennuyeux d'entre eux. Les emplois restants, en revanche, nous promettait-on, seraient pleins de sens, libérés du salariat, développés de façon indépendante et autonome. Mais ni la promesse de l'autonomie, ni celle du sens n'ont été tenues, comme l'ont montré les travaux réalisés sur les entrepôts logistiques, Tamara vient d'en parler, où sévit le voice speaking et des rythmes infernaux, comme l'ont montré les travaux réalisés dans les organisations où le travail est plateformisé, tâcheronisé, contrôlé et surveillé, ou les travaux sur les services managés par les algorithmes, où prévaut la déshumanisation du travail et où l'absence du salariat ne constitue en rien un progrès. Là encore, les expérimentations ont plutôt été dans le mauvais sens, réduisant à nouveau le travail à un coût et à une ressource devant être rationalisée. Les expérimentations positives, notamment réalisées par des coopératives, elles sont positives en termes de sens du travail, mais elles ont du mal à s'imposer, étant donné les énormes moyens financiers et techniques dont disposent les plateformes pour capter les travailleurs et les clients. D'autres expérimentations positives reposent sur la lutte des acteurs, avocats, juges, syndicats, militants, inspecteurs du travail et des caisses de sécurité sociale, pour faire respecter les règles du travail. Avec mes collègues Sarah Abdelnour et Émilien Julliard, nous avons ainsi suivi le travail des acteurs qui montent patiemment, souvent pendant des années, des dossiers contre les plateformes de VTC ou de coursiers à vélo, mettant en évidence l'ampleur des atteintes au droit du travail. Dans ce cas précis, les tribunaux, mais aussi désormais le Parlement et la Commission européenne, dont les travaux ont débouché sur une directive permettant de clarifier les statuts de ces travailleurs, constituent des acteurs centraux d'une expérimentation positive. Le troisième scénario est celui de la reconversion écologique. C'est celui qui me semble sans aucun doute le plus porteur de promesses en matière de création d'emplois et de changement du travail.
Il prend au sérieux les travaux scientifiques qui s'accumulent depuis des années pour montrer que si nous voulons sauvegarder l'habitabilité de la planète, il nous faut changer radicalement nos modes de production et de consommation, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mettre en place des politiques de sobriété. Il devrait être fortement créateur d'emplois parce que les secteurs à développer sont plus intensifs en main-d'œuvre que les secteurs qu'il faudra réduire ou fermer. Nous devons reconstruire toute notre économie et pas seulement déployer quelques emplois verts supplémentaires. Nous aurons donc besoin de plus de travail humain parce qu'il nous faudra moins recourir aux machines. On commence aujourd'hui à avoir des travaux précis sur le fait, par exemple, que l'agriculture biologique demande beaucoup plus de main-d'œuvre que l'agriculture traditionnelle. Nous aurons aussi besoin de plus de travail humain dans la rénovation thermique des bâtiments, les infrastructures ferroviaires, fluviales ou cyclables, les énergies renouvelables, le recyclage, le tri. Des emplois de tout niveau de qualification et sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'un énorme chantier car les différents niveaux d'intervention de la puissance publique doivent être articulés. La répartition des nouveaux emplois, y compris ceux issus des relocalisations, doit être organisée et la reconversion des emplois menacés doit être anticipée, accompagnée et encadrée par de nouvelles institutions qui permettront d'éviter le passage des personnes par la case chômage. La notion de transition juste portée par les syndicats commence à faire l'objet de travaux. Il s'agit par exemple de cartographier les compétences des salariés qui travaillent dans les secteurs qui devront être réduits, entreprises pétrolières et gazières, automobiles, aviation, et d'organiser leur reconversion vers des emplois aux compétences proches, mais transférables, au service de la production d'autres biens. Ce chantier de reconstruction complète de notre économie, d'une ampleur comparable à la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale, pourrait s'accompagner d'une triple révolution. Révolution de la division internationale du travail, avec laquelle il nous faut rompre d'urgence pour réinstaller des entreprises et des emplois au plus proche des consommateurs. Révolution de la gouvernance des entreprises, si nous parvenons à diminuer la puissance des multinationales en renforçant la fiscalité et en incitant à la création d'entreprises de plus petite taille gouvernées démocratiquement. Révolution du fondement des rémunérations, si nous parvenons, comme l'ont proposé plusieurs auteurs dans un numéro récent de la revue française Sociologie du travail, consacré à la question de la reconnaissance de l'utilité sociale, à fonder les rémunérations non plus sur la valeur de marché, mais sur l'utilité des métiers et des productions pour l'ensemble de la société. Nous avons besoin pour cette révolution du travail de qualité, d'un très grand nombre d'acteurs, universitaires, syndicats, gouvernements, entreprises, organisations mobilisées autour de cette cause essentielle. Et je me réjouis donc que ces 3 journées soient consacrées à la présentation des premiers linéaments de ce que le regretté Eric Olin Wright qualifiait d'utopie réelle. Merci beaucoup pour votre attention.